2 heures du matin quand Mackenzie Lueck, une étudiante de 23 ans, envoie un dernier message à sa mère en sortant de l'aéroport après quelques jours en famille. Atterri, je t'aime maman. Tout laisse croire qu'elle rentre chez elle dormir. Pourtant, à sa sortie de l'aéroport, elle prend une décision incompréhensible. Elle demande à son taxi de la déposer au milieu de la nuit dans un parc désert où elle monte volontairement dans le véhicule d'un inconnu. Après ça, silence radio. Mackenzie se volatilise. Le seul indice ne viendra pas de son téléphone, mais d'un jardin situé à des kilomètres de là. Quelques heures après sa disparition, des voisins signalent une odeur insoutenable, une odeur rance et chimique provenant d'un grand feu allumé par un homme étrange à l'arrière de sa maison. Ce que les enquêteurs vont découvrir derrière cette affaire va plonger l'Amérique dans l'horreur, car derrière cette disparition se cache la double vie d'une jeune femme sur des sites de rencontres sulfureux, mais surtout un prédateur qui avait tout planifié, un homme qui quelques mois plus tôt cherchait un entrepreneur pour lui construire une pièce secrète insonorisée avec des crochets au mur. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Notre histoire qu'on passe aujourd'hui à Salt Lake City, capitale de l'Utah, vous l'avez deviné, aux États-Unis d'Amérique. Bon alors Salt Lake City, on connaît la ville de nom parce qu'elle apparaît dans plusieurs films, séries, mais aussi jeux vidéo comme The Last of Us par exemple, dans lequel on voit la ville en pleine apocalypse, mais surtout parce que Ted Bundy y a fait plusieurs victimes. Vous le savez si vous avez vu mes 2 HVF sur le bonhomme. Et je suis sûr que vous les avez vus. Mais Salt Lake City, c'est surtout connu pour être à proximité des montagnes rocheuses et attention surprise, à côté d'un grand lac salé, d'où son nom, Salt Lake, lac salé. J'adore ces points géographie à chaque début d'HVF, j'en apprends tous les jours. C'est ici que vit Mackenzie Lueck, surnommée Kenzie, une jeune femme de 23 ans, étudiante à l'université de l'Utah. Elle a grandi à El Segundo, dans la banlieue de Los Angeles, dans une fratrie de 4 enfants dont elle est la seule fille. Son père, Greg Lueck, travaille dans la logistique et l'administration du secteur médical, tandis que sa mère, Diane, a préféré s'occuper de l'éducation de ses enfants. Même si c'est une jeune femme qui grandit dans une famille aimante et soudée, elle développe très vite un caractère très indépendant. Elle s'installe alors à plus de 1000 km de chez elle dans l'Utah, où elle intègre l'université pour s'orienter vers des études en kinésiologie, un mot compliqué pour dire qu'elle veut devenir kiné, et en soins infirmiers. Son rêve absolu, c'est d'intégrer une école de médecine après l'obtention de son diplôme, prévu en mai 2020. Ses professeurs, ses amis et sa famille la décrivent tous comme une jeune femme disciplinée et rigoureuse, intelligente, ambitieuse et profondément bienveillante. Elle veille sans cesse au bien-être de ceux qui l'entourent et elle est capable de jongler entre ses études, son travail et ses nombreux engagements sociaux. Au moment des faits, Kenzie vit en colocation avec 2 de ses amis dans une immense maison en dehors du campus de Salt Lake City, avec son chat Nova, ses hérissons et ses cochons d'Inde. C'est une jeune femme qui, selon ses proches, a la joie de vivre et qui a beaucoup d'humour. Mais en 2018, le monde de Mackenzie s'écroule. Elle est victime d'une agression sexuelle, a énormément de difficultés à s'en remettre, consulte un thérapeute en plus de prendre un traitement pour calmer ses angoisses. Malheureusement, le 10 juin 2019, elle doit affronter une nouvelle épreuve. Sa grand-mère, Geraldine Walker Stephens, dont elle est très proche, décède. Elle retourne en urgence en Californie pour assister aux funérailles qui ont lieu le 15 juin. Ce séjour, c'est un peu l'occasion pour elle de retrouver sa famille et de se ressourcer après une année émotionnellement difficile. Elle passe du temps avec sa mère, son père et ses frères. Ils participent au moment de recueillement et profitent de ces quelques jours pour passer du temps ensemble. Le 16 juin dans la soirée, c'est l'heure pour Mackenzie de rentrer chez elle. Après plusieurs jours passés auprès des siens, ses parents la raccompagnent à l'aéroport de Los Angeles où elle doit embarquer pour son vol à destination de Salt Lake City et retourner à sa vie universitaire. À 2h02 du matin, alors qu'elle sort à peine de l'avion, elle envoie un message à sa mère pour la rassurer. Bien arrivée, tout va bien. Ce sera pourtant le dernier message envoyé par l'étudiante. Ensuite, son téléphone s'éteint et Mackenzie se volatilise. Le matin du 17 juin 2019, Diane se réveille et regarde tout de suite son téléphone pour vérifier si elle a bien reçu un message de sa fille. En regardant son téléphone, effectivement, elle a bien reçu un message, donc pas de panique. Le lendemain, son père Greg tente de la joindre sans succès. Il tombe sans arrêt sur la messagerie. Diane, sa mère, essaie aussi de son côté, et en essayant de répondre au message reçu par sa fille la veille, elle se rend compte d'un détail qu'elle n'avait pas remarqué avant. Le message a été envoyé au format SMS, ce qui ne ressemble pas aux habitudes de sa fille, qui communique la plupart du temps par e-message. Alors petite précision quand même, parce que c'est très propre à Apple, et donc c'est important de le préciser, quand vous envoyez un message d'un téléphone Apple à un autre appareil Apple, vos messages sont envoyés par l'application iMessage. Donc la couleur de la vignette de message est bleue. Par contre, si vous envoyez un message à un téléphone qui n'est pas un Apple ou que le téléphone de l'émetteur ou du destinataire est éteint ou désactivé entre-temps, alors le iMessage passe en SMS standard et en vert. C'était un petit peu compliqué, mais en gros, c'est juste pour vous dire qu'entre le moment où Kenzie a envoyé son message et le moment où sa mère l'a lu, le téléphone a été éteint, donc il est passé en vert. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses pour pas grand-chose.
Ses amis et certains membres de la famille continuent aussi de lui envoyer des messages, notamment des mots de soutien et de condoléances parce qu'elle vient de perdre sa grand-mère. Mais encore une fois, Mackenzie ne répond pas. Ses proches sont un peu inquiets, mais pour eux, c'est pas non plus alarmant parce que Kenzie vit en ce moment une période difficile. En plus, elle vient de passer quelques jours pendant lesquels elle a manqué des cours, elle a manqué son boulot, donc à son retour à Salt Lake City, elle a sûrement pas mal de choses à gérer et elle a peut-être pas envie tout de suite d'être sollicitée par des SMS, des appels. Elle est sûrement dans son studio en train de pleurer la perte de sa grand-mère. Mais plus les heures passent, plus ses amis commencent à trouver ça louche. Kenzie pourrait avoir besoin d'espace, pourquoi pas, mais elle est très présente sur les réseaux sociaux et c'est improbable qu'elle n'ait pas ne serait-ce qu'ouvert un Snapchat ou publié quelque chose sur les réseaux au moins une fois. Ces derniers posts concernent la mort de sa grand-mère. Elle y avait publié des photos d'elle, mais aussi de son grand-père, de sa mère. Et depuis, plus rien. Le 20 juin, après 3 jours de silence total, le père de Kenzie décide de contacter la police de Salt Lake City depuis la Californie. Oui, j'aimerais qu'un contrôle soit fait pour ma fille. J'ai essayé de la joindre depuis plusieurs jours, mais je tombe systématiquement sur la messagerie et personne l'a vue. Vous pouvez envoyer quelqu'un chez elle? Les agents de Salt Lake City traitent immédiatement cet appel et envoient une patrouille au domicile de Kenzie pour vérifier que tout est en ordre et s'assurer qu'elle va bien. Vous pensez que je vais vous dire que c'est une blague? Eh pas du tout, c'est incroyable, une patrouille est envoyée dès le premier signalement. Il va neiger cet hiver en Picardie, ça continue comme ça. Arrivée devant chez elle, sa voiture est là. Les agents frappent à la porte, mais personne ne répond. Ils passent leur petite tête aux fenêtres pour essayer d'apercevoir une activité dans la maison, mais ils ne voient rien. Le propriétaire étant injoignable, c'est l'une de ses colocataires qui vient ouvrir aux policiers. Quand ils entrent enfin dans la maison, tout est silencieux, aucun signe d'effraction ou de lutte qui pourrait laisser penser qu'il s'est passé quelque chose. Son chat Nova est là. Pendant son absence, Kenzie avait demandé à l'une de ses colocataires de s'en occuper. Interrogée par les enquêteurs, la colocataire en question explique que Kenzie lui a bien dit qu'elle rentrerait cette semaine, mais elle ne lui a donné aucun jour précis. Les agents fouillent la maison et notamment la chambre de l'étudiante. À l'intérieur, rien d'anormal. Ses affaires personnelles sont bien là, son ordi portable aussi, donc visiblement, elle n'a pas quitté la ville précipitamment. Pourtant, quelque chose d'ultra important manque et ça, les enquêteurs le voient tout de suite. C'est la valise. Kenzie rentre d'une semaine dans sa ville natale. Elle a donc forcément une valise avec elle, sauf que personne ne la retrouve dans la maison. Et ça veut dire que Kenzie n'est jamais rentrée chez elle après être arrivée à l'aéroport. À moins qu'elle se soit enfuie sur le dos de sa valise à roulettes, ça n'a pas de sens de ne pas la retrouver à son studio, sachant en plus qu'elle y a laissé son chat. Et n'importe quel propriétaire de chat sait qu'on laisse pas son bébé tout seul plusieurs jours. L'enquête commence rapidement et les enquêteurs reprennent depuis le début, c'est-à-dire depuis sa présence dans l'avion. Si le message a été envoyé d'une façon inhabituelle, quelque chose s'est peut-être passé au départ de la Californie, peut-être même qu'elle n'est jamais montée dans l'avion. La compagnie Delta Airlines sur laquelle Kenzie était censée voyager fournit le registre des voyageurs. Dessus figure l'ensemble des passagers et du personnel navigant. On y trouve le numéro de vol, le siège et le nom de chacun. Et sur ce document, Mackenzie Lueck y est bien inscrite. Il n'y a aucun doute possible, elle a bien pris ce vol et a forcément atterri à Salt Lake City, comme prévu. Grâce aux vidéos de surveillance de l'aéroport, les enquêteurs suivent la trace de Kenzie depuis son atterrissage à Salt Lake City. Sur les images, on la voit vers 2h09 du matin en train de marcher dans l'aéroport avec son sac à dos en direction de la salle pour récupérer sa valise. Elle récupère bien son bagage, ne parle à personne, n'a aucune interaction et surtout, elle n'a pas l'air d'être suivie par le taré du coin. À 2h40, elle sort du terminal et attend sur le trottoir. Une voiture blanche s'approche et s'arrête à sa voiture. Un homme descend, l'aide à mettre sa valise dans le coffre et elle monte tout naturellement dans ce véhicule avant de s'éloigner. Ces images sont les dernières de Mackenzie vivante. À ce stade de l'enquête, on sait donc avec certitude qu'elle a bien atterri en toute sécurité et qu'elle a quitté l'aéroport par ses propres moyens. Cette voiture, elle est identifiée comme appartenant à un chauffeur de la société Lyft, un système de taxi un peu comme Uber en France. Les enquêteurs s'intéressent immédiatement à ce chauffeur qui est le dernier à avoir vu et conduit Kenzie. Pour les besoins de l'enquête, les enquêteurs ont pu se procurer le trajet exact réalisé par le VTC le 17 juin quand Kenzie est sortie de l'aéroport. Les données de sa boîte mail confirment bien qu'elle a été récupérée à 2h40 du matin par le véhicule blanc à l'aéroport de Salt Lake City. Sauf que le trajet n'amène pas jusqu'à chez elle. En réalité, elle a demandé à être déposée au 16 East Center Street North. Cette adresse correspond au Hatch Park, un parc entouré de plusieurs bâtiments situé à 11 km de son domicile. L'identité du chauffeur qui l'a déposée a été retrouvée et son témoignage apporte un élément important. Lorsqu'ils sont arrivés à Hatch Park, une autre voiture était garée et attendait visiblement Mackenzie. Moi je l'ai déposée, il y a une voiture type Subaru qui l'attendait sur place. Je voyais pas bien, c'était loin, il faisait noir. La jeune fille est entrée dedans. J'ai entendu un comment ça va, t'as fait bon voyage, des salutations de base comme s'ils se connaissaient. Voilà, la situation semblait banale. Elle connaissait la personne avec qui elle montait dans la voiture. Après, moi je suis parti. Les enquêteurs tiennent enfin une piste, cette voiture, et la personne avec qui Kenzie est montée, c'est peut-être elle, la dernière personne à l'avoir vue en vie. Aucune de ses amies n'a précisé être venue la récupérer au parc, donc elle connaît
connaît cette personne, mais elle ne fait pas partie de son cercle proche. Entre le moment où elle a disparu et maintenant, personne ne sait si le trajet lui a été fatal ou si elle est enfermée quelque part, avec l'impossibilité de demander de l'aide. Dans tous les cas, la situation devient très inquiétante aux yeux des enquêteurs, surtout que son téléphone a été coupé et qu'il n'est plus localisable. Kenzie est portée disparue depuis plusieurs jours, alors les enquêteurs tentent par tous les moyens d'entrer en contact avec elle. Ils lui envoient même plusieurs messages sur son portable en expliquant que oui, c'est une adulte, qu'elle a le droit de disparaître comme elle veut, mais qu'ils veulent juste savoir si elle est en sécurité, histoire de pas la chercher pendant 6 mois si elle est partie avec un copain avec 3 slips et 4 paires de chaussettes dans sa valise, en abandonnant son chat. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si effectivement Kenzie a disparu de son plein gré ou pas. Peut-être qu'elle a décidé de partir quelque temps pour s'aérer l'esprit, elle vient de perdre sa grand-mère, quelques mois plus tôt elle se faisait agresser sexuellement, elle est constamment à droite et à gauche à prendre soin de tout le monde, voilà, peut-être qu'elle a simplement eu besoin de souffler quelque temps, loin de tout ça, et elle reviendra quand elle en aura envie. Mais cette version, ses proches n'y croient pas du tout, pour eux c'est impossible qu'elle soit partie sans prévenir sa famille. Déjà parce qu'elle a envoyé un texto à sa mère pour lui dire qu'elle venait d'atterrir, donc si elle avait voulu disparaître, elle ne l'aurait pas fait, et ensuite parce que ce n'est pas du tout son genre, en tout cas en temps normal, de ne pas donner de nouvelles, ne serait-ce qu'à ses colocataires qui vivent avec elle. Greg, le père, enquête aussi de son côté sur la vie de sa fille à la recherche d'éléments qui pourraient aider les enquêteurs à mener à sa fille. Et ce qu'il va découvrir va complètement secouer les certitudes qu'ils avaient sur la jeune femme. Kenzie a partagé ses comptes bancaires avec ses parents et en les examinant, Greg découvre que non seulement sa fille possède un autre compte bancaire, mais aussi qu'une transaction inhabituelle a été faite pour un montant de 300 $ daté du 10 juin 2019, soit 7 jours avant sa disparition. Avec le recul, il se souvient que sa fille ne lui a pas demandé d'aide pour payer son loyer ou l'université récemment, comme elle le faisait d'habitude quand les mois étaient un peu difficiles pour l'étudiante et comme ça l'est pour de nombreux étudiants. Je me vois encore revenir de chez mes parents en train avec 2 sacs pleins de courses pour survivre le mois avec mes 20 € sur mon compte, parce que les bourses à l'époque, ça passait dans le loyer et les études. Ce qui a plutôt bien fonctionné, vu qu'à l'époque j'avais pas un rond, c'est là que je me suis intéressé à la lecture et que j'ai découvert le true crime. J'ai donc fini youtubeur. Bref, son père, en analysant les comptes bancaires de Kenzie, se rend compte également que ses billets d'avion lui ont été offerts. Sur les relevés, Greg relève aussi que Kenzie s'est offert de nouveaux meubles, ce qui est un peu étrange étant donné qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir de tels extras. Alors bon, elle gagne un peu d'argent avec son boulot, c'est sûr, mais elle est embauchée à temps partiel, elle doit sûrement pas gagner tant que ça. Pour en savoir davantage, Greg contacte l'opérateur téléphonique de sa fille pour consulter les appels et les messages envoyés et reçus depuis le portable de Kenzie. Il y apprend qu'entre le 16 juin et le 17 juin après 2 h du matin, Kenzie a envoyé 8 textos à un numéro dont le contenu n'a malheureusement pas pu être exploité. L'un de ses frères de son côté savait que sa sœur était inscrite sur Tinder et qu'elle fréquentait régulièrement des hommes via cette application. Et dans ces hommes qu'elle voyait, l'un d'entre eux est un homme avec qui elle discute depuis plusieurs mois et qui vit à Park City, une ville située à 1 heure de route de Salt Lake City, sauf qu'il ne connaît pas du tout son nom. Il va alors contacter ses colocataires pour en savoir plus. Ces dernières vont lui confirmer que Mackenzie voyait effectivement des hommes qu'elle rencontrait sur Tinder et d'ailleurs qu'elle avait récemment avoué qu'elle voulait devenir stripteaseuse. Elle avait même un entretien d'embauche prévu à l'Exotic Kitties, un club de la ville qui s'adresse particulièrement aux hommes riches. Et là, l'enquête devient compliquée parce que les colocataires parlent de plusieurs hommes. Alors, Kenzie, elle fait ce qu'elle veut de sa vie et elle use comme elle le souhaite les lattes de son lit en pensant à bien mettre la petite chaussette entre la tête de lit et le mur pour éviter de réveiller les colocataires tous les 4 matins. Par contre, ça embête nos enquêteurs qui vont devoir remonter tous les garçons qu'elle a pu fréquenter. C'est qui a écrit le texte là? Parce que c'est super précis quand même le détail de la chaussette. Avec ces quelques éléments un peu décousus ici et là, les enquêteurs élargissent leur champ de recherche et s'intéressent à ces fameux hommes avec qui elles discutent, et notamment un ex-petit ami. Ils seraient sortis ensemble jusqu'en avril 2018. L'ex-petit ami explique que leur relation n'a duré que quelques semaines et que dès leur rupture, Mackenzie aurait envoyé un Snapchat avec une vidéo d'elle en train de jouer au docteur, hein. Voilà, vous avez compris. L'ex en question aurait alors décidé de bloquer Kenzie après ces échanges parce que lui, ça lui faisait pas plus plaisir que ça de recevoir ce genre de vidéos non sollicitées et il a plus de nouvelles depuis. L'un des hommes que fréquentait Kenzie au moment de sa disparition est également interrogé. Selon lui, ils se parlaient occasionnellement depuis septembre 2018, mais ne se sont jamais vraiment mis en couple. Ils avaient prévu de se rencontrer à son retour de Californie. Il a également expliqué que Kenzie avait rencontré un homme sur Tinder 3 semaines avant sa disparition, sauf qu'il ne savait absolument rien sur cet homme mystérieux. Et petite précision importante, selon lui, Kenzie est une sorte d'escorte qui propose régulièrement ses services de compagnie à des hommes qui lui offrent des cadeaux et de l'argent en échange. Sur son compte Tinder, elle se fait d'ailleurs appeler Bish Baby.
Baby, 96. Rob Joseph, un détective privé et ancien policier qui a rencontré Kenzie 3 semaines avant sa disparition, raconte ses échanges avec elle. Un soir, ils se sont rencontrés dans un bar, ils ont bu quelques verres et elle lui aurait confié qu'elle avait rejoint un site de rencontre, Seeking Arrangement, un site de rencontre dont la page d'accueil ne laisse clairement aucun doute sur l'objectif de ces rencontres de luxe. Les Sugar Babies et les Sugar Daddies, ou maman, obtiennent tous les deux ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Rob explique qu'elle n'a pas vraiment donné de détails sur ce qu'elle recherchait sur ce site, mais voilà, il a jugé utile d'en parler aux enquêteurs dans le cadre de sa disparition. Sa dernière connexion sur le site remonte au 16 juin, soit quelques heures seulement avant de monter dans l'avion. La jeune femme de 23 ans, indépendante et dévouée aux yeux de ses parents, menait visiblement une double vie secrète qui peut-être lui aura coûté la vie. Retour au point de départ, tout le monde se pose la même question. Pourquoi est-ce que Kenzie n'a pas voulu rentrer chez elle en pleine nuit et qu'elle a préféré se rendre dans un parc à 3 heures du matin? Qui était la personne qui l'attendait là-bas? Et bien sûr, où se trouve la jeune femme, étant donné que ses affaires n'ont pas bougé, que sa voiture n'a pas bougé, que son ordinateur portable est toujours chez elle, que son téléphone est éteint et que son pauvre petit chat commence à se demander où est sa maîtresse. Aucune activité n'apparaît sur ses comptes bancaires depuis le paiement de son taxi. Les enquêteurs de Salt Lake City accélèrent l'enquête pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, comme ils ne peuvent pas compter sur les images de vidéosurveillance du parc. Fon en lui expliquant, comme le veut le protocole, qu'ils sont là pour discuter et que ce serait mieux qu'il sorte de chez lui. Sauf que AJ refuse de sortir si le SWAT ne l'arrête pas. L'officier au téléphone lui explique qu'il ne compte pas l'arrêter, ils veulent juste discuter, mais AJ ne veut pas descendre tant que le SWAT ne promet pas de l'arrêter. L'officier finit par lui dire que, bah oui, il va se faire arrêter. AJ demande plusieurs fois pour être sûr et savoir s'ils ont un mandat d'arrêt. L'officier répond que oui, c'est bon, ils ont le mandat d'arrêt, ils vont pouvoir l'arrêter. AJ décide de sortir et se laisse arrêter. C'est lunaire. AJ est officiellement arrêté pour meurtre aggravé, enlèvement et profanation de cadavres sur Mackenzie Lueck. Mais pour les enquêteurs, le plus urgent, c'est de retrouver le corps de Kenzie et AJ refuse catégoriquement de leur dire. Pendant des jours, les enquêteurs vont tenter de retrouver le corps, notamment grâce à l'extraction des données du téléphone d'AJ. De leur côté, ses avocats l'encouragent à parler et à plaider coupable pour éviter la peine maximale, la peine de mort. Les données du téléphone d'AJ montrent que le 25 juin, il se trouvait à Logan Canyon, situé à 1h20 de Salt Lake City. Logan Canyon, c'est un canyon qui traverse une chaîne de montagnes. C'est un endroit où il y a beaucoup d'activités sportives, de randonnées, d'escalade ou encore de pêche au bord de la rivière. Et c'est surtout un endroit particulièrement isolé, donc idéal pour cacher un corps et pour qu'on ne le retrouve pas. Le 2 juillet, les enquêteurs commencent leur recherche et fouillent la zone, ratissent chaque parcelle à la recherche d'un indice ou de quelque chose qui pourrait les mener au reste de Kenzie. Mais rien, absolument rien. Tous les espoirs reposent sur AJ qui, sous la pression et ayant compris que tout était terminé, finit par avouer l'emplacement exact où il a enterré les restes de la jeune étudiante de 23 ans. Le 3 juillet 2019, la macabre découverte est faite. Recouverte de broussailles dans une tombe de fortune peu profonde, les mains encore attachées dans le dos, le corps de Mackenzie Lueck, en partie brûlé, est retrouvé. Sur son crâne, il manque une partie du cuir chevelu d'environ 5 cm correspondant à la partie retrouvée dans le trou du jardin de AJ. L'examen du corps révèle que Kenzie est décédée d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant sur le côté gauche du crâne. Le 10 juillet 2019, AJ est officiellement accusé de meurtre, d'enlèvement, d'obstruction à la justice et de profanation de cadavres. Le procès pour le meurtre de Mackenzie Lueck était initialement prévu pour le 12 mars 2020, mais a été reporté afin que les procureurs aient plus de temps pour examiner les preuves. Ils en profitent pour examiner les données récupérées dans les ordinateurs et le téléphone de AJ, et là, c'est un tout autre scénario du meurtre de Kenzie qui se dessine. D'abord, les caméras de vidéosurveillance ont toutes été éteintes avant qu'AJ ne parte pour récupérer Kenzie. Donc, s'il avait voulu voir Kenzie pour avoir une relation sexuelle et la filmer pendant l'acte, il ne les aurait pas coupées. Il les a éteints parce que son objectif n'était pas de se filmer avec elle. AJ avait l'intention de tuer Kenzie avant même qu'ils ne se rencontrent. La jeune femme est clairement tombée dans un piège. Tout était prévu. Son meurtre a été prémédité. Avant de partir, AJ coupe donc les caméras de son domicile. Il se met en route pour récupérer Kenzie. Au parc, il ne sait pas que les caméras sont factices. Ici, c'est un simple coup de chance. Kenzie le reconnaît, descend de son taxi et monte dans sa voiture. Le trajet se déroule bien, on le suppose, puisque Kenzie a toujours son téléphone et ne signale à personne qu'elle a un problème. Pour elle, c'est un client comme un autre. Arrivé chez AJ, Kenzie n'est toujours pas plus inquiété que ça. AJ n'a pas un comportement étrange, mais dans la chambre, il lui demande s'il peut lui attacher les mains dans le dos. Les enquêteurs pensent qu'à ce moment-là, Kenzie est consentante, et c'est à partir de là que tout bascule. AJ lui attache les mains dans le dos, Kenzie accepte, si c'est le fantasme de son client, pourquoi pas. Mais en voyant la jeune femme face à lui sans défense, les mains coincées dans le dos, AJ n'hésite pas une seule seconde. Il a caché son excitation pendant tout le trajet, pendant
toute la discussion. Il se jette sur elle et ne lui laisse aucune chance. Kenzie est coincée, elle se débat comme elle peut mais ne peut pas faire grand chose. Plus horrible encore, elle sait bien qu'elle n'a dit à personne où elle allait. Si elle meurt là maintenant, qu'est-ce que Heidi va bien pouvoir faire d'elle? Alors elle supplie, mais Heidi frappe encore et encore. Ça fait des mois qu'il attend ce moment, des années qu'il fantasme sur le fait de tuer. Il n'a pas peur de faire trop de bruit. Le locataire Airbnb dort dans une chambre au sous-sol quand Heidi est là. Kenzie ne peut rien faire, elle n'a absolument aucun moyen de se défendre et finit par succomber seule sous les coups. Pour être sûre qu'elle ne se réveille pas dans la nuit, Heidi passe ses mains autour de son cou et se met à serrer pendant de longues minutes. Aucun pouls ne revient, aucun battement de cœur. Rien. Il est sûr que Kenzie ne se réveillera pas. Il éteint alors définitivement son téléphone. Le corps de Kenzie est laissé sur le matelas à l'étage de la maison. Au petit matin vers 6 h, Heidi rallume les caméras de surveillance et se rend dans une station-service accompagnée de son locataire qui doit lui aussi faire quelques courses pour acheter un bidon d'essence. Une fois chez lui, Heidi met le corps de Kenzie peut-être dans une couverture ou un grand sac poubelle et part dehors pour creuser un trou dans son jardin près de son garage. Quelque chose de pas très profond, juste de quoi glisser la jeune femme. Il la traîne ensuite à travers le jardin. À cette heure-ci, personne n'est dehors. Il glisse Kenzie dans le trou, recouvre son corps de quelques bouts de bois, de palettes, déverse de l'essence dessus, puis allume un feu. Sauf que l'odeur du bois et du corps empeste très vite dans tout le quartier et la voisine d'à côté qui est déjà réveillée sort pour lui dire 2 mots et lui demander d'arrêter. Heidi s'excuse, éteint le feu et patiente. Il enlève ses bouts de bois, recouvre rapidement son trou de terre et plante quelques fleurs au-dessus en espérant que la nature fasse son travail. Pendant ce temps, il passe ses vêtements et le matelas à l'eau de javel pour retirer toutes les traces et fait don du fameux matelas, celui sur lequel le meurtre a été commis, sur un site de revente. Mais Heidi n'avait pas prévu que les enquêteurs remontent jusqu'à lui si rapidement. Conscient qu'ils allaient finir par fouiller sa maison, le 24 juin, il coupe à nouveau les caméras vers 14 h 30 et se met à déterrer le corps à peine brûlé et encore imbibé d'essence. Et là, c'est une scène indescriptible. Heidi récupère les restes de Kenzie autant qu'il peut, les place dans une couverture et part discrètement l'installer dans sa voiture. Il sait parfaitement où aller à ce moment-là. Un endroit calme où il aime se balader et pêcher, Logan Canyon, à 1 heure de route. Il jette ses effets personnels, notamment sa carte d'étudiante, son soutien-gorge et son short qui portaient des traces de brûlure, dans une rivière à proximité. Arrivé sur place, Heidi se gare, sort le corps de Kenzie de son coffre, puis s'enfonce le plus possible en forêt. Il se met à creuser autant que possible dans un endroit complètement isolé. Il est en sueur, pensait que ce serait bien plus facile, que personne ne rechercherait Kenzie. Après tout, il se le dit, c'est une femme qui se vend sur internet, tout le monde s'en fout normalement. Il n'a pas pensé une seule seconde que Kenzie avait une famille, des amis, une vie et des gens autour d'elle qui allaient signaler si vite sa disparition. Il a complètement dépersonnalisé sa victime. Une fois le corps de Kenzie glissé à l'intérieur de son trou, il recouvre de terre puis de feuilles et il rentre chez lui sans prendre la peine de nettoyer sa voiture encore pleine de boue, de terre et imbibée d'une odeur d'essence. Plus tard, le matelas qui était recherché sera rendu par une femme qui l'a reconnu via une annonce postée par les enquêteurs et qui était à la base bien contente d'avoir trouvé un matelas gratuit. Bon, du coup, elle l'a rendu, vous imaginez bien. Sur l'ordinateur d'Heidi et sur ses clés USB, les enquêteurs retrouvent des dizaines d'images impliquant des mineurs. Tout dans cette affaire montre que le meurtre de Kenzie était donc prémédité et surtout qu'Heidi, au vu de son mode opératoire, de son sang-froid, aurait pu devenir un tueur en série redoutable s'il n'avait pas le QI d'une chèvre. Au moment où il est arrêté, Heidi a 31 ans et son parcours ne fait pas ressortir grand-chose, si ce n'est qu'il n'a jamais fini ses études en informatique, qu'il a tenté de poignarder son ex-femme qui a divorcé par la suite et qu'en 2014, une femme a signalé avoir été agressée sexuellement par Heidi mais n'a pas porté plainte. Il aurait ensuite rejoint une sorte de secte sur son campus mais c'est très flou concernant cette affaire. Ensuite, il a vécu de petits boulots et puis il se fait une petite rente en louant des chambres de sa maison sur Airbnb. Mais Heidi avait clairement des fantasmes en voyant son visage à la télé. Un entrepreneur, Brian Wolf, va se manifester et va déclarer avoir rencontré Heidi 3 mois avant la disparition de Kenzie. Il expliquera aux enquêteurs qu'Heidi lui aurait demandé de construire une pièce insonorisée avec à l'intérieur des crochets au mur et une porte secrète équipée d'une serrure à empreinte digitale. Moi, il m'a dit que sa petite amie arrivait bientôt et que c'était important de le faire parce que c'était une fille mormone et qu'elle savait pas qu'il buvait de l'alcool et qu'il voulait cacher ses bouteilles dans cette pièce. Il avait besoin de ça rapidement et il m'a même dit que l'argent n'était pas un problème. Tout ce qu'il voulait, c'était que ça aille vite. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il avait besoin que ce soit insonorisé. J'ai raconté cette histoire à beaucoup de personnes parce que pour moi, quelque chose de bizarre se passait là-bas. Brian a refusé ce chantier. Pour lui, cette construction n'avait rien de normal et ce n'était pas quelque chose de sain. Bien vu, Brian. Bon alors après, honnêtement, je pense que même avec une pièce top secrète, Heidi, il se serait fait prendre parce qu'on le localise dès le début de l'affaire à l'endroit où Kenzie disparaît. Donc tout de suite, de toute façon, les enquêteurs se seraient rendus chez lui et vu qu'il est complètement débile, je pense même qu'il aurait lui-même parlé de sa pièce secrète en disant que n'allez pas voir, vous trouverez rien là-dedans, ça sert à rien.
Le 13 août 2019, Eiji est également inculpé de 19 chefs d'accusation d'exploitation sexuelle sur mineurs sur la base de ce que l'on a retrouvé sur son ordinateur. Le 7 octobre 2020, le monde est confiné, ce qui n'empêche pas le procès d'Eiji de s'ouvrir à distance. Eiji plaide coupable pour meurtre aggravé au premier degré et profanation de cadavre en échange d'une condamnation qui exclut la peine de mort. Il reconnaît donc la préméditation du meurtre de Kenzie. Il est également jugé pour l'agression et la séquestration d'une femme en 2018, cette fois qui s'est manifestée après l'arrestation d'Eiji après l'avoir reconnu dans les médias. Ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre. Ce soir-là, la femme était venue dîner chez lui et quand ils se sont installés pour regarder la télévision, Eiji aurait passé son bras autour d'elle avant de la forcer à l'embrasser et de la toucher alors qu'elle ne voulait pas. Il l'aurait également empêché de partir. Concernant les contenus retrouvés sur son ordinateur, Eiji plaide non coupable à l'audience préliminaire du 1er octobre. L'affaire sera classée sans suite. Pendant le procès, il avoue qu'il avait bien prévu de tuer Mackenzie avant même de la voir ce jour-là. Il s'est adressé d'ailleurs à Greg et Diana. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, je mérite ce que je vais avoir, je sais que ça la ramènera pas. Des excuses qui ne convainquent pas du tout les procureurs ni même la famille. En échange de ces aveux, les procureurs ont abandonné les accusations d'enlèvement aggravé et d'entrave à la justice et ont supprimé la possibilité de la peine de mort. Eiji est condamné le 23 octobre à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et il prend 15 ans de plus pour l'agression en 2018 sur la jeune femme qu'il avait invitée chez lui. Aujourd'hui, personne ne sait exactement pourquoi est-ce que Eiji s'en est pris à Kenzie, pourquoi elle en particulier. Les motifs habituels d'homicide et de féminicide tournent essentiellement autour de l'argent, de la vengeance, de l'amour, mais ce n'est pas le cas dans cette affaire. Les seules conclusions menées par les enquêteurs seraient qu'Eiji voulait simplement savoir ce que ça faisait de tuer. Le meurtre de Kenzie serait un meurtre juste pour faire un meurtre, un crime d'opportunité. Kenzie est tombé sur un mauvais bonhomme, au mauvais moment, au mauvais endroit. Un ancien agent spécial du FBI, Greg Rogers, aujourd'hui professeur de justice pénale à l'université d'Utah, a déclaré dans une interview qu'il pensait qu'Eiji était un tueur en série en devenir. Il avait déjà montré un fort intérêt pour les jeunes femmes. Je pense qu'il était très dangereux, qu'il allait peut-être devenir un tueur en série. Il n'était certainement pas un pro en la matière, la scène de crime a été très mal gérée et il a essayé de cacher les preuves de manière très médiocre. Mais j'ai appris que les tueurs en série, malheureusement, apprennent leur métier et deviennent très bons. Il était probablement en train d'apprendre son métier. En février 2020, avant le procès de Eiji, sa maison a été mise en vente au prix de 349 000 $. Elle est présentée sur le site d'annonce comme une opportunité d'investissement dans une maison de 243 mètres carrés louée 1800 $ par mois jusqu'à mi-novembre, ayant besoin de quelques travaux de base à cause d'une infiltration d'eau. La maison est aussi mentionnée comme étant la maison la plus mignonne du quartier. L'annonce, sans surprise, ne fait aucune mention de l'historique de l'ancien propriétaire. Elle avait déjà été mise en location en octobre 2019 pour payer notamment les frais d'avocat d'Eiji. Et si ce genre d'annonce vous choque, dites-vous qu'en France, on a la famille Flactif qui s'est faite massacrer dans son chalet de montagne. C'était tellement violent qu'on a retrouvé les dents des enfants enfoncées dans le parquet. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours partir en vacances en louant le chalet. J'en ai fait une HVF si ça vous intéresse. La maison d'Eiji a été vendue en mai 2020 et à l'heure où j'écris cette HVF, elle est de nouveau à vendre pour un montant de 475 000 $ cette fois. La famille et les amis de Mackenzie ont créé une association Mackenzie Voice qui a pour but de fournir une sorte de boîte à outils pour les proches démunis face à des personnes disparues et de les aider à savoir exactement quoi faire dans le cas où ça arriverait. L'association se mobilise également pour sensibiliser les jeunes aux rencontres d'Internet. Kenzie était une jeune femme solaire, brisée dernièrement par la vie, la perte de sa grand-mère, son agression sexuelle qui l'avait mise plus bas que terre, mais dont elle essayait de se relever. Elle aimait la vie, vivre, rencontrer des garçons et s'était lancée depuis peu, secrètement, pour arrondir ses fins de mois et ne pas demander de l'aide à ses parents dans des rencontres sur Internet. Un terrain de jeu parfait pour les tueurs en série en devenir. Eiji en a profité sans aucune hésitation.